d'Artenzo. On va faire Goalette. Voilà, je suis très heureuse de vous accueillir à cette deuxième édition des Midi Réseau, cette conversation croisée sur la médiation culturelle dans la francophonie qu'on a démarré l'année dernière. Je m'appelle Eva Quinta, je suis directrice d'Artenzo et je suis accompagnée par ma collègue Sonia qui va m'aider à la modération. Mais il y a aussi mes collègues Sylvain Martet, qui est responsable scientifique au Centre, bonjour, et Jonathan Fraser-Rouleau, qui est chercheur et conseiller en politique publique. Alors, cette année, en fait, on a décidé de construire ces trois conversations, donc une par mois, ces trois Midi Réseau, autour avec, en fait, les cofondatrices de deux mouvements, deux regroupements de médiation culturelle qui ont surgi ces dernières années de part et d'autre de l'Atlantique. Alors, nous avons réuni une première fois le 23 mars dernier Manon Claveau, cofondatrice du regroupement des médiatrices culturelles du Québec, le RMCQ, et Émilie Lebel, cofondatrice du collectif WOW. Émilie est basée à Lyon, mais le collectif agit en France, en Belgique et en Suisse. Et au Québec. Et au Québec, avec deux membres, hein, effectivement. Alors, notre première conversation portait sur la genèse des mouvements. Pourquoi se regrouper? Et nous avions constaté, en fait, des deux côtés, le manque de reconnaissance de cette profession émergente avec ses spécificités, mais surtout avec les compétences spécifiques exigées, tant sous l'angle des disciplines convoquées que des populations concernées. Aujourd'hui, nous abordons cette deuxième conversation sous l'angle du qui. Quelles sont les personnes mobilisées par ces regroupements? Sachant où, en fait, on imaginait que le collectif WOW regroupait essentiellement des personnes indépendantes, des pigistes, et le RMCQ, plutôt une grande partie de travailleuses et travailleurs liés aux institutions. C'était un constat qui sera peut-être mis à l'épreuve dans notre conversation. Et simplement pour le déroulement, donc, en fait, je pense qu'on aura comme deux rondes de conversation. Une première sur le portrait. Manon, en fait, le regroupement a fait un sondage Facebook et Manon nous partagera quelques données qu'Émilie pourra commencer par commenter, puis ensuite on ouvrira un peu les réactions à l'auditoire et on enchaînera avec une deuxième ronde de questions plus spécifiques pour une quarantaine de minutes, puis on aura une dernière conversation libre avec vous. Ça va? Est-ce qu'il y a des questions? C'est bon? Alors, on démarre. Manon, je vais quand même te présenter un tout petit peu. Bon, on l'avait fait la première fois, mais au moins dire ton titre. Donc, Manon est coordonnatrice du développement scolaire et de la médiation théâtrale à la Maison de Théâtre, qui est une institution montréalaise spécialisée en diffusion de spectacles jeunesse. Et je présente tout de suite Émilie Lebel, qui est médiatrice culturelle indépendante, spécialisée aussi dans l'enfance et la jeunesse et fondatrice de sa propre structure de médiation culturelle qui s'appelle Regard en miroir. Manon, à toi la parole. Bonjour tout le monde, merci d'être là, bon appétit. Je vois qu'il n'y a personne qui mange, il faut manger, il est midi. Mais voilà, donc merci, puis allô Émilie, on ne s'est pas beaucoup parlé déjà. Fait que vraiment, l'idée, c'est d'être dans une conversation. N'hésitez pas à lever votre petite main Zoom là, si jamais vous avez envie de collaborer. Je salue aussi particulièrement Anne Nadeau, qui est aussi sur le conseil d'administration du RMCQ. Donc, on est souvent plusieurs là, à participer aux événements. On essaie de se lancer la balle. Donc, n'hésite pas, Anne, non plus, à prendre la parole si jamais j'oublie des choses au nom du RMCQ. Donc, je vous partage un écran et je vous montre quelque chose que j'ai fait quand même. Ce n'est pas le plus beau PowerPoint que vous allez voir de votre vie. Mais donc, en 2021, au RMCQ, on a eu le désir de connaître un peu les gens qui fréquentaient notre page Facebook. Et donc, on a fait un sondage qui est vraiment, qui était fait assez rapidement, là, pour être honnête. Mais comme c'est des données quand même qui sont peu nombreuses, dans le sens qu'on n'a pas beaucoup de données sur le profil des médiateurs au Québec, on s'est dit que on allait partager ça, puis qu'après, on allait mettre à l'épreuve éventuellement. Donc, voilà. Donc, ce sera aussi accessible, ces données-là.
à moins qu'on les remette en question aujourd'hui dans la charte des médiateurs, médiatrices qu'on est en train de mettre en place. Donc, prochaine étape, s'il vous plaît, Manon. Voilà, profil socio-démographique et d'études des répondants. Donc, je vous rappelle qu'on avait 71 répondants. On était contents. Hein? Ça s'est passé, ça, du 3 février au 1er mars 2021. Donc, 78% des répondants s'identifiaient au genre féminin. On avait donné l'option homme, femme ou autre. On ne savait pas encore qu'est-ce qu'on voulait faire avec ces données-là, mais on avait comme un feeling que la majorité allait s'identifier au genre féminin. Ensuite de ça, 85% ont entre 30 et 49 ans. 73% des répondants travaillent dans la région montréalaise. Ça nous a dit qu'il faut qu'on travaille pour que les gens en région puissent être un petit peu plus représentés, se sentent un petit peu plus inclus dans ce mouvement-là. Et voilà, pour les diplômes universitaires, je ne sais pas si ça vous épate, là, mais moi, quand même, je m'y attendais, mais 52% avec un diplôme de deuxième cycle, c'est quand même important de reconnaître ça. Et 70% qui disent qu'ils n'ont pas de formation en médiation culturelle dans leur parcours scolaire. Émilie, qu'est-ce que tu as dit chez vous par rapport à ce profil-là? Alors, nous, on n'a pas mené d'études comme vous. Bah, déjà, on est à moins de membres au sein du collectif. On a 39 membres. Nous, on les avait sondés sur des questions plus ouvertes. Donc, de ce que je connais, moi, des membres, je peux vous dire déjà qu'on est à peu près sur le même ratio. On va dire qu'on a 39 membres, on a 37 femmes. Donc, on est même sur du 98% de femmes. Donc, on est quand même une très grande majorité de femmes aussi au sein du collectif. Sur l'âge, ça, c'est par exemple des données assez spécifiques que je n'ai pas, mais en connaissant un peu les personnes, on est à peu près aussi en grande majorité sur cette tranche d'âge. On a quelques jeunes qui viennent de sortir des études, donc ont plus entre 25 et 30 ans. Et puis, on a quelques personnes qui ont la quarantaine, qui sont en reconversion. Donc, on va dire que voilà, 25-45 ans, c'est notre tranche d'âge en grande majorité. Région montréalaise, ben nous, on pourrait en parler de région parisienne. Alors, nous, ce n'est pas aussi centralisé. Paris, ça représente, on va dire, pas du tout la grande majorité. On est vraiment sur un territoire, alors, majoritairement français, parce qu'on est sur du francophone, donc France, Belgique, Suisse, Québec. On est effectivement, on va dire, à 80%, voire même 90% en France, mais du coup, vraiment dans toutes les régions de France. Pas de prédominance pour Paris, plutôt même le sud-ouest, enfin, tout ce qui est Nantes, Bordeaux, toute la face atlantique. Donc nous, il y a une répartition un peu plus ouverte, on va dire, sur les régions. Les diplômes universitaires, ça, j'ai pas trop de visibilité parce que c'est pas forcément là des endroits d'échange qu'on partage, mais pareil, là, ça va être plutôt un intuitif et Anne-Sophie, qui est la cofondatrice de WOW, qui est présente, qu'elle n'hésite pas à compléter sur ces infos-là. Je crois qu'on est tous des niveaux assez importants, type bac plus 5, mais là, je voudrais pas m'avancer trop. Et il me semble... Ouais, Anne-Sophie, tu veux... Tout à fait. Bonjour à tous, bonjour à tous. Cette fois, la dernière fois, j'étais dans le train en masqué. Là, c'est bon, maintenant, je me suis organisée pour. Donc, Émilie, tu as raison, c'est pratiquement des niveaux master. Donc, je ne sais pas le niveau universitaire au Québec, le deuxième cycle, troisième cycle, à quoi ça correspond exactement? La maîtrise aussi. La maîtrise, ouais, voilà. Donc, ouais, c'est clairement majoritaire. Et puis, pareil, alors, il n'y a pas il n'y a pas de gens qui sont spécifiquement liés au monde de la médiation en termes de diplôme, c'est-à-dire que, en fait, la médiation culturelle, c'est en général, ça s'infiltre un peu dans plusieurs formations, quoi. Donc, on va avoir des... Ah, pardon. Je vous laisse, j'ai un de mes enfants qui vient de rentrer. Pardon, Émilie, je te laisse reprendre la main. Effectivement, on va dire que la majorité n'ont pas forcément suivi de formation en médiation. Il y en a beaucoup, ça va être soit de l'histoire de l'art, quand ils travaillent patrimoine, musée. Il y en a qui sont sur des études plus généralistes en communication. Donc, voilà, ce n'est pas la médiation. Donc, ça résonne pas mal quand même dans le profil par rapport à vous sur RMCQ. Wouhou!
la suite. Alors, le profil d'emploi, donc 51% des répondants ont dit que leur statut, c'est travailleur autonome, donc ce serait la majorité plus 1. Et les principaux employeurs seraient les institutions culturelles à 61%, 25% travaillent pour des municipalités et 21% travaillent pour des compagnies d'artistes, des collectifs, des centres, donc vraiment liés au travail artistique. Et ça, c'est quand même un fait étonnant. Seulement 17% de nos répondants ont 100% de leurs revenus associés à leur métier de praticien, de médiateur, médiatrice. Pour vous, je ne pense pas que ce soit pareil, hein, Émilie? Alors nous, comme on est un collectif de médiateurs indépendants, on est 100% indépendants. Enfin, le profil des membres, on est tous indépendantes, mais par contre, on est plutôt hybride. C'est-à-dire qu'il y en a qui ont des activités salariées à temps partiel en parallèle. Donc, on a quand même des multiples casquettes sur nos manières de travailler. Soit en tant qu'indépendante, soit en tant que salariée ou vacataire. Donc là-dessus, nous, on revendique l'indépendance, mais ce n'est pas forcément 100% des revenus. Et je pense qu'on n'est peut-être pas à 17%, mais je pense que ce n'est pas la majorité non plus qui arrive à en vivre à 100%, quoi. À mon avis, on en est loin même. Et alors, par rapport aux employeurs, ça, je n'ai pas suffisamment de visibilité parce on n'a pas collecté ce type de données. Mais j'ai la sensation que ça résonne aussi. C'est-à-dire que c'est beaucoup les institutions type musée. Beaucoup aussi, là, quand je vois municipalité, nous, il y a beaucoup de médiateurs qui interviennent directement dans des lieux éducatifs comme des écoles, des crèches. Donc, si ces municipalités, ça peut englober cette partie-là. Enfin, en tout cas, pas des institutions culturelles. Et des compagnies, des artistes, ça reste aussi minoritaire. Donc, je pense que les proportions ne sont pas les mêmes, mais en tout cas, dans la hiérarchie, je crois qu'on est à peu près sur le même modèle. Hey, on vous prêtera notre sondage, vous pourrez le faire. mais oui. Mais il y a vraiment, là, il y a place à amélioration, honnêtement. Mais c'est comme après un CA que j'ai eu comme un élan. Mais voyons, mais c'est qui tout ce monde-là? Tu sais, 800 personnes sur notre page Facebook, c'est qui? 71 répondants. Voilà. Donc, alors, on a dans ce sondage demandé sur vraiment, les gens pouvaient écrire ce qu'ils voulaient, quel titre ils portaient dans leur métier de praticien de la médiation. Et là, il y en a beaucoup sur cette page, mais si je veux vous épater, il y a aussi tous ces titres-là et il y a aussi tous ces titres-là. Donc, si jamais ça vous intéresse, vous en avez besoin de ces données-là, on pourra vous les transmettre. Mais là, c'était surtout l'idée de vous dire que je pense que les gens, leur titre est très, très, très variable. Hein? Et puis, ça, c'est souvent comme quand on est à la recherche d'un emploi, il faudrait chercher avec toutes ces appellations-là. Fait que ça peut complexifier un peu la chose, mais c'est aussi que peut-être que c'est difficile de revendiquer une certaine position quand il n'y a pas de titre officiel qui est lié à nos compétences puis à notre champ de savoir. Donc, chez vous, est-ce que ça ressemble à ça, Émilie, aussi? Ou... Alors, il y a moins de titres, d'une part parce que comme nous, on est toutes indépendantes et que justement l'enjeu du collectif, c'est de valoriser qu'est-ce qu'un médiateur culturel indépendant. Donc, il y a cette valorisation de la médiation. Nous on se revendique vraiment comme médiatrice, médiateur. Et justement, on ne va pas du tout se présenter comme animateur en socioculturel ou centre de loisirs parce que pour nous, ça fait partie aussi de la défense de la médiation où c'est pas du tout alors, non pas qu'il n'y ait pas de passerelle parce qu'il y a énormément de points de convergence dans les métiers d'animation et dans la médiation culturelle, mais c'est pas le même temps de conception, le même temps de préparation, les mêmes outils. Donc, nous, c'est vrai qu'on a tendance en France à des fois à dénigrer le médiateur en disant oui, bon, c'est de l'animation, on arrive les mains dans les poches et puis on fait une petite visite, un petit atelier, et puis voilà, quoi. Donc, nous, c'est vrai qu'on ne se présente pas comme animateur parce qu'il y a aussi tout un degré de réflexion, de conception qui est plus important que de l'animation pure. Ce qui est plus, qui va être plus des nuances, c'est dans justement la médiation indépendante, on n'a pas forcément les mêmes statuts. Il y en a qui sont en auto-entreprise,
donc plutôt salarié, enfin pas salarié, pardon, travailleur libéral. D'autres qui vont être en groupement ou en association sur des missions spécifiques en médiation. Donc, il y en a qui vont se revendiquer plutôt directeurs de structures de médiation culturelle, d'autres médiateurs indépendants, mais on est plutôt sur ces petites différences-là. Et non, l'autre chose qui nous questionne plus et c'est la question de la place des artistes. Nous, on ne se revendique pas du tout artistes, même si certains se revendiquent comme intervenants artistiques. Ça, je ne sais pas si je l'ai vu dans ton PowerPoint, mais il y en a qui se revendiquent comme intervenants artistiques ou d'autres qui se revendiquent avec d'autres casquettes. On a artiste médiateur. Ça, non. Alors justement, ça, c'est un peu un peu le débat. Justement, au sein du collectif, nous, on travaille plutôt avec des personnes dont la médiation, c'est le cœur de leur métier et où les artistes, on considère que eux, le cœur de leur métier, c'est de créer, que ce soit dans le spectacle vivant, les arts plastiques, etc. Qu'il y a plein d'artistes qui font de la médiation, mais nous, du coup, on fait une distinction entre quand on est artiste et qu'on fait de la médiation et quand on est médiateur culturel, indépendant, toujours dans cette idée où on veut valoriser les compétences et la spécificité du métier de médiateur. Mais c'est vraiment intéressant parce que là, ce que je sens, c'est que nous, en fait, il y a un désir comme vous, que ce titre-là existe pour lui-même. Puis après, on peut y accoler d'autres choses, mais que le titre qui vient avec toute une charge, qui vient avec tout un pedigree qu'il faut avoir pour mettre en place des projets de médiation, qu'il existe, puis qu'il soit reconnu, puis que les gens puissent vraiment s'y référer en sachant de quoi ils parlent. Merci. Wow. Non, okay. Je t'inviterais peut-être à... Ah, OK, super. Qu'est-ce que j'ai fait? Je pensais simplement que c'était fini. Je t'invitais à oui, ça a arrêté. On a presque fini. Oui. Fait que, c'est la dernière, en fait. C'est que dans le sondage, on demandait aussi aux gens, parce qu'on les réunit, c'est qui? Qu'est-ce qu'ils reconnaissent comme besoin? Fait que leurs attentes envers leur MCQ. Donc, les trois plus grandes, c'est super parce que ça allait exactement de pair avec ce qu'on souhaitait faire de ce regroupement-là. Donc, la valorisation, faciliter l'accès à de la formation continue, défendre les conditions de travail. Et comme nous, on n'a pas encore de membres officiels, on était bien heureuse de voir que 70% des répondants seraient intéressés à être membres sans trop encore savoir qu'est-ce que c'est que ce membrariat-là et s'il y avait peut-être même des frais qui étaient liés. Et voilà. Donc, chez vous, je pense que là, ça, c'est une liste de tâches, mais on va arrêter de partager ça. Voilà. Émilie, qu'est-ce que ça dit pour vous, ça? Nous, c'est vrai que la valorisation de la médiation culturelle, du métier, enfin, ça, c'est pareil, c'est un des objectifs importants. C'est aussi sortir de l'isolement parce que souvent, quand on est indépendant, on est aussi isolé. Qu'en plus, comme je vous disais au début, on est vraiment éclaté sur tout le territoire français et puis francophone. Donc, c'est aussi de pouvoir avoir des espaces de partage et d'analyse de pratiques, de réflexion commune par rapport à nos problématiques en tant qu'indépendante, en tant qu'entrepreneur, et puis aussi sur des choses très spécifiques à la médiation qu'on ne va pas trouver forcément quand on va aller dans des colloques d'entrepreneuriat, que ce soit entrepreneur de n'importe quel secteur. Donc, il y a aussi l'idée de se sentir plus fort et de se sentir pas du tout isolé dans nos questionnements, de partager des questions très pratiques. Et puis, à terme, on réfléchit aussi sur comment justement accompagner des personnes qui veulent se lancer dans la médiation indépendante sous la forme de mentorat, en fait, que ce soit des étudiants ou des personnes en reconversion, où c'est qu'on puisse être vraiment ressource pour les personnes qui voudraient être indépendantes, pour les accompagner à se lancer là-dedans. Donc pour nous, c'est un peu les trois axes en tout cas que les membres recherchent et que nous, quand on a pensé ce collectif au départ, c'était ça qu'on avait identifié aussi comme besoin. Non, peut-être avant d'ouvrir à tout le monde, ce serait... Tu as pris la peine de construire ta dernière diapo. On va la regarder sur les tâches. Oui, d'accord.
En fait, là, j'en profite là, pour dire merci beaucoup à Marie-Laure qui avait toutes ressorti ces données-là du sondage. Donc, c'est la totalité des répondants affirment que les tâches suivantes font partie de leur travail, ou à peu près, en fait. Là. Recherche, conception de projet, je vais vous le partager comme il faut, tant qu'à faire. Et voilà. Animation, mobilisation des parties, recherche de financement, gestion d'équipe, développement de partenariat, évaluation des activités de médiation. Est-ce que ça fait écho, Émilie? Oui. Ça ressemble à ça chez vous? Ouais. Et je vois pas la communication, parce que c'est aussi tout ce qui est communication, c'est aussi nous, les indépendants. Il y a aussi un enjeu, communiquer sur ce qu'on fait pour aller développer des nouveaux partenariats. Et mine de rien, communiquer, c'est aussi des outils que nous, en tant que médiateurs, on n'a pas toujours. Même si certains se positionnent sur la médiation digitale et sur des nouveaux formats, du coup, ils ont une appétence pour la communication. Et certains lient communication et médiation. Mais c'est quand même des outils où il faut être faut mettre la main à la pâte. Donc ça, je ne le vois pas apparaître dans tout ce qui est communication et qui participe aussi à la valorisation de son travail, quoi. Je pense que ça peut peut-être entrer dans la coordination. C'est tellement large, coordination. Ouais, c'est vraiment différent. Je pense que oui, puis faire rayonner les projets. Puis d'ailleurs, j'en profite pour dire que le groupe Facebook du RMCQ, ça peut servir à faire rayonner vos projets aussi si vous avez envie de nous partager vos beaux projets. Puis je rajouterais juste une dernière donnée que je n'ai pas mis dans le PowerPoint, mais dans les 71 répondants, nous, il y avait 55 qui disaient que leur travail était particulièrement lié aux arts visuels et 34 plus lié au théâtre. C'était les deux grands champs qui étaient les plus représentés dans les répondants qu'on avait. Ça ne veut pas dire que c'est le portrait du Québec, par exemple, mais voilà. Il y a aussi un regroupement au Québec qui s'appelle la MEMUC, qui travaille particulièrement en musique, donc médiation de la musique. Et alors, justement, je rebondis là sur ce que tu dis, Manon, c'est justement là, ce qui m'a interpellée dans ton sondage, c'est qu'on ne voit pas apparaître les champs artistiques. Alors que nous, par exemple, quand on a monté le collectif, l'une des premières questions qu'on a demandé aux médiateurs, c'est dans quel secteur vous travaillez? Parce qu'on n'a pas voulu justement être spécifique à un champ artistique. On est vraiment un collectif pluridisciplinaire où qu'on travaille dans les musées, dans le spectacle vivant, dans le cinéma. Là, ce qui nous réunit, c'est le métier de la médiation. Et là, nous, on est effectivement vraiment pluridisciplinaire. Alors, il y a une majorité, mais c'est aussi historiquement parce que c'est dans les musées que la médiation, c'est vraiment le plus développé. Donc, il y a une majorité de gens qui travaillent dans les musées et patrimoine, mais on a aussi vraiment spectacle vivant. Et après, sur les publics, pareil, je vois qu'il n'y a rien qui apparaît par rapport à sondage, mais nous, ça nous intéressait de savoir quels étaient vos publics spécifiques. Est-ce que vous travaillez plutôt sur du tout public, sur des publics jeunesse, enfance, sur des publics particuliers, handicap, prison, etc. Nous, c'était aussi des questionnements qu'on avait. Mais aussi pour partager nos problématiques de terrain, c'est savoir finalement avec qui vous travaillez, quels sont vos outils de travail, est-ce que vous êtes plutôt justement médiation de terrain, médiation digitale. Nous, ça a été sur des questions très pragmatiques aussi de quelle médiation vous faites au quotidien, quoi. Anne-Sophie, veux-tu réagir? Oui, tout à fait. Je voulais juste réagir dans le sens où c'est tout à fait juste qu'on a fait on a demandé ces données-là aussi parce que du coup les gens sont cartographiés et que c'est par ces biais-là qu'on a décidé d'effectivement faire des catégories un petit peu pour qu'on puisse s'y retrouver. Donc ça ne veut pas dire qu'on est enfermé parce qu'on a quand même laissé un large choix et d'ailleurs il y a des gens qui entre guillemets cochent toutes les cases parce que certains sont par exemple pluridisciplinaires. Émilie, tu as un bon exemple relativement large dans les disciplines, mais avec un public cible qui va être, on va dire, les jeunes publics. Et moi, c'est plutôt l'inverse. Je suis spécialisée, par exemple, musée patrimoine. Par contre, je suis un peu tout public. Et donc, du coup, c'était chouette de pouvoir laisser le choix à chacun justement de choisir ce qui allait le représenter sur cette cartographie. En fait, je pense que c'est vraiment pour ça, effectivement, qu'on avait besoin aussi de ces données-là. Mais je voulais dire, Manon, vraiment super ton PowerPoint. J'espère que tu pourras nous le partager parce que il faudrait qu'on en fasse un aussi. Du coup, je me dis, c'est hyper intéressant quoi, pour aller chercher un peu plus d'informations, effectivement, pour aller gratter un peu plus profond. Donc voilà, c'était juste la nécessité, nous, par rapport à cette histoire de cartographie. Et voilà, je vous laisse la main. Je vous rends l'appareil, une cartographie, c'est vraiment une bonne idée. On devrait aussi s'y mettre. Peut-être que ça serait
je pense que maintenant, il y a des outils faciles là, sur notre futur site Internet. Peut-être avoir le positionnement de tout le monde, ça pourrait être chouette. Complètement, on pourra t'aider, hein. Enfin, on pourra aider le regroupement Ouais. sans problème si besoin, parce qu'effectivement, on a trouvé un plugin vraiment chouette pour faire ça. Et puis, c'est comme vraiment apporter tout le monde. Émilie le disait très bien, c'est pareil, la communication. Je pense qu'effectivement, là, ça paraissait peut-être moins dans les sondages. Quoique, bon, tu disais qu'il y avait 50% d'indépendance, ce qui est beaucoup. Mais c'est vrai que c'est nécessairement lié à notre activité d'indépendance, en fait. Enfin, clairement, le fait de communiquer, voilà, c'est une nécessité. Ouais. C'est complètement une nécessité. Et donc, du coup, ben, le site Internet, typiquement, nous, on a été un peu lâchés dans le bain. Enfin, je veux dire, c'est aussi nous qui nous sommes créés ces propres challenges-là, quoi. Mais quand on a décidé de faire le collectif, il était évident que ça allait être la première chose, ça allait être de concrétiser ça par un site Internet. Et en fait, voilà, on a appris sur le tas, quoi. Ça fait partie, grâce aux vidéos YouTube, de tutos, des choses comme ça, même pour la communication, oui, sur les réseaux sociaux, etc. On continue à apprendre. C'est sûr que c'est moins efficace que si ça avait été notre corps de métier, mais en même temps, franchement, il y a plein d'astuces maintenant pour se débrouiller tout seul. Donc, et puis voilà. Et puis après, c'est de la ressource et de l'entraide, donc on sera largement là pour vous aider, franchement, avec grand plaisir, quoi, pour lancer ça. Et les Québécois indépendants, parce que du coup, on pensait qu'il n'y en avait pas autant, sont évidemment les bienvenus pour rejoindre le collectif Wow. Oui, carrément pour participer aux ateliers de partage. Non, mais ce serait super parce que c'est vrai que c'est ça aussi le collectif WOW. C'est ces temps-là parce que bon, le site internet, c'était une première chose. La cartographie, c'est un premier outil de valorisation et d'identification qui est très important. Les ressources en ligne qu'on met gratuitement finalement pour l'ensemble des professionnels de la médiation culturelle. Mais les moments les plus importants, ce seront effectivement ces ateliers thématiques et d'analyse de pratique qui nous permettent vraiment d'échanger entre médiateurs, c'est-à-dire que voilà, il n'y a pas besoin de passer 100 ans à expliquer déjà ce qu'on fait puisqu'on est entre nous et qu'on comprend. Et ça, c'est quand même important parce que c'est des espaces qu'on n'a pas trouvés jusqu'ici. C'est pour ça que ça nous a manqué qu'on l'a créé, quoi, clairement. Mm-hmm. Merci, mesdames. Je suis très contente d'entendre tout ça parce que je pense qu'on est vraiment dans les effets souhaités de ces conversations croisées. J'ai hâte d'entendre les personnes parce qu'il y a beaucoup de richesses d'informations autour de la table. Mais je voudrais juste, comme intro, dire des choses que j'ai retenues comme des remarques de cadrage que je me souviens sur le signe des paradoxes. On dit d'un côté qu'on veut affirmer le métier parce qu'il est spécifique, on revendique des spécificités, et de l'autre côté, on voit toute la richesse de cette polysémie de termes qui crée du malaise, en fait, depuis le début, qu'on entend de cerner le métier de la médiation. L'autre chose que je remarque, c'est encore la question du statut. Là aussi, il y a des paradoxes. On parle de conditions de travail alors qu'on revendique de l'entrepreneuriat d'un côté, puis qu'il y a quand même un 50% à peu près qui travaille en institution et qui est sujet aux conditions des établissements, en fait, des institutions. On revendique peu la question, ici au Québec, de consultante en médiation culturelle. Donc, la question de statut est fluctuante. La place des artistes. Moi, je pense que ce qu'amène Amélie peut faire débat et provoquer beaucoup parce qu'Amélie, tu l'as dit déjà d'une autre façon, que vous pourriez, entre guillemets, rejeter les artistes dans votre association parce que ce n'est pas ça que vous avez comme... Là, je suis un peu catégorique, on nuancera après, mais que ce n'est pas que l'artiste qui fait de la médiation n'est pas la médiatrice qui a un métier à partager et qui communique le travail des artistes. Je trouve que ça peut... C'est sujet à grande conversation. Je vais revenir sur la question de la communication liée au numérique. Moi, je pense qu'elle a aussi deux volets, en fait. Je dis toujours, je donne souvent comme exemple de m'être retrouvée dans un colloque à Paris en 2013, un colloque à Sorbonne 3, où on dirait les Français avaient envie de reprendre le sujet de la médiation culturelle. Et je me suis retrouvée avec un atelier avec des gens de musée qui parlaient des managers de communauté comme des nouveaux médiateurs. J'avais beaucoup réagi à ça parce que quand on a, je ne sais pas, balisé, essayé de comprendre le champ de la médiation culturelle, il y avait quelque chose pas de très pur, mais il y a quelque chose qu'on voulait très spécifique et qu'on distinguait justement de la diffusion et de la communication et de la promotion. Mais évidemment, plus
moi, j'avance dans ma compréhension dans ce champ élargi, mais que le numérique prend tellement de place. Il y a tout un champ pour moi de la médiation culturelle numérique qui répond à des finalités de communication. Qu'est-ce qu'on fait sur les réseaux sociaux? On fait du commentaire, du partage, de la prescription. C'est activer le lien relationnel avec les usagers, les usagères. Donc, c'est aussi un champ fluctuant et paradoxal. Voilà. J'avais envie d'interpeller Marcel ou d'autres, parce que Marcel en fait un rôle important, le MEC, dans cette volonté peut-être de cartographier aussi la pratique de la médiation culturelle au Québec. Peut-être si je t'invite à ouvrir la conversation. Merci, merci. J'avais envie effectivement de rebondir parce que c'est rigolo. Ce matin, j'étais en train de faire les corrections finales sur le rapport que je dépose sur le portrait en phase 2 qu'on a fait au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc là, c'est sûr que je vais parler plus de ce territoire-là, mais j'ai envie aussi de parler un peu de ce qu'on voit parce que je suis sur un autre chantier aussi avec William puis Louis-Jacob. On cartographie les pratiques de la médiation culturelle. On essaye de voir un peu qu'est-ce qui se fait un peu dans toutes les régions du Québec. Mais au Saguenay, rapidement, là, j'ai contribué à un premier portrait qui a été fait en 2016. Puis, j'étais avec à ce moment-là Constanza Camelot et Daniel Maltais. Et là, on avait fonctionné avec un questionnaire fermé. Il y avait 65 groupes qui avaient répondu. Puis, dans le fond, c'était majoritairement des gens qui étaient à la direction des organismes. Là, dans la deuxième phase de la recherche que je viens de conclure, on est allé essayer de comprendre mieux en profondeur sur un petit échantillonnage de 12 organismes avec justement des champs j'allais dire, artistiques diversifiés, diversifiés aussi sur le territoire rural, urbain. Et dans la composante de la méthodologie que j'ai développée, j'ai vraiment eu envie d'aller à la rencontre à la fois des directions, des médiateurs, médiatrices, surtout médiatrices. Le portrait que tu as décrit, Manon, il se ressemble pas mal dans ce que j'ai découvert. On est allé aussi interroger les publics. Donc, on a vraiment croisé l'ensemble des maillons qui composent la réalité de la médiation. Puis, il y a un chapitre important là, dans ce rapport-là qui va sortir sur les conditions de travail des médiatrices, puis aussi comment elles se projettent justement, l'appellation, il est métissé là aussi, le titre, il y a des gens qui sont artistes médiateurs. Donc, il y a vraiment un besoin, j'allais dire, de mieux connaître cette réalité-là, puis en même temps de la reconnaître dans toute sa splendeur actuelle. Jusqu'où, parce que je rappelle aussi qu'au Saguenay, ce qu'il y avait de particulier, c'est qu'il y avait quand même une formation qui était dédiée dans le bac interdisciplinaire à l'UQAC, à l'Université du Québec à Chicoutimi, où je suis toujours associée là, comme professeure à cette université-là. Mais il est en suspension, ce profil-là, depuis 2018. Donc, effectivement, il reste la formation à Saint-Laurent, dont vous êtes bien au courant, mais il n'y a pas de formation spécifique au Québec non plus en termes de... Donc, on est devant les médiateurs qui ont fait des études plus aussi dans le domaine des arts, des fois dans le domaine de l'enseignement aussi, enseignement des arts. Bon, en tout cas, c'est des profils qu'on retrouve. Alors, c'est ça. C'est sûr que sur les autres territoires du Québec, on s'est plutôt... j'allais dire, concentré sur le type de pratique qui est développé. Puis là, on n'a pas été interrogé, des fois, quelquefois, des médiateurs, médiatrices, mais pas pour comprendre leur logique interne. Puis, tu sais, sur les appellations, c'est peut-être ça que je ferais un petit clignotant, c'est que, dans le fond, la recherche que je suis en train de terminer, il y a beaucoup de gens qui étaient soit dans le domaine municipal ou d'autres institutions culturelles qui attendent aussi les résultats de cette recherche-là parce qu'ils sont des fois un peu, ils ne savent pas trop comment les appeler, ce monde-là. Il y a comme encore un travail d'éducation à faire dans les institutions pour comprendre c'est quoi la médiation, c'est qui la fait, comment ça se fait. Donc, c'est vraiment
intéressant. Puis moi, je sors de cette recherche-là en pensant qu'il faut qu'on creuse ce sillon-là encore avec les médiateurs, médiatrices pour avoir une idée encore plus large. Puis qu'on aille aussi à la rencontre des publics parce que la façon dont on l'a fait, on est allé sur le terrain observer une vingtaine d'activités de médiation. C'est à partir de cette observation-là, avec un petit sondage éclair, qu'on a pu cueillir des données des personnes qui acceptaient de répondre à ce sondage-là. On a vu quand même 143 personnes répondre. Donc, il y a vraiment de la matière aussi à aller chercher davantage pourquoi les gens vont à ces activités-là, pourquoi ils ne vont pas. Puis, qu'est-ce qu'ils viennent chercher là? Puis, en tout cas, on a vraiment des éléments intéressants aussi là, que j'ai hâte que vous preniez acte de ça. Je vous donne déjà un peu des primeurs aujourd'hui, mais ça fait tout à fait écho à ce qui a été dit dans la présentation de Manon avec le sondage que tu as présenté. Voilà. Merci, Marcel. Qui veut poursuivre? Romain, oui? Ah oui, il y a quelqu'un qui est bon. Romain, tu peux poser une question à voix haute? Non, moi, c'était juste pour partager qu'il y a une formation, en fait, AEC, spécialisation en médiation culturelle qui se donne au Cégep Saint-Laurent. Donc, je pense que c'est vraiment une bonne formation qui nous permet d'avoir un premier pas, en fait, dans l'univers de la médiation. Moi, j'ai fait la formation, puis je suis vraiment très content de l'avoir fait parce que ça m'ouvre quand même beaucoup de portes aujourd'hui. Voilà pour le petit partage. Merci, Romain. Anne? Oui, en fait, je pense qu'on reconnaît encore au Québec le fait que la profession de médiation culturelle, c'est pas souvent celle à laquelle on se destine initialement. C'est souvent quelque chose qu'on va découvrir parce qu'on est un expert d'une pratique, d'une discipline, puis que finalement, on se rend compte qu'il y a une offre, un besoin pour médier autour de cette spécialité-là. Mais que ça tend à changer. Puis c'est ça que je trouve formidable. Moi, j'enseigne à l'UQAM dans un département de théâtre. Donc, on forme des gens qui vont être des artistes, mais aussi des gens qui vont réfléchir sur le théâtre ou qui vont l'enseigner dans les écoles. Puis quand j'enseigne, par exemple, à ces théoriciens là, du théâtre, des gens qui s'intéressent aux études théâtrales, depuis 6 ans, je vois une très grande différence parce qu'avant, ils n'avaient aucune idée de ce que c'était la médiation culturelle. Maintenant, ils savent un peu ce que c'est, mais ils commencent à l'envisager comme possible, peut-être pas comme une profession, mais en tout cas comme un champ d'activité, puisque quand ils auront gradué, ils auront cette expertise puis qu'ils seront sûrement invités à le faire. Puis ça, c'est quand même relativement nouveau. Et même vous dire, cette année, dans les cours de production théâtrale, il y a des étudiants qui ont demandé à quel endroit s'inscrit la médiation dans les productions théâtrales, à quel moment de la chaîne. Oui, puis ils ont demandé à ce que ce soit inscrit. On m'a demandé d'intervenir un peu à pied levé dans un cours de production. Je trouvais ça super intéressant. Puis, je pense qu'une des choses qui va faire une différence, comme pour beaucoup de choses dans notre société, c'est l'école. C'est-à-dire que plus des médiateurs culturels vont aller dans les écoles, et c'est le cas, ça représente un champ d'activité super important en médiation culturelle, ou alors que les écoles vont se déplacer dans les lieux et faire la rencontre de médiateurs, plus on va les appeler des médiateurs, plus on va clarifier auprès de l'intervenant enseignant c'est quoi la différence de posture, qu'est-ce que je viens faire moi comme travail avec votre groupe, c'est quoi ma responsabilité, c'est quoi la vôtre. Plus le vocabulaire va être utilisé, plus l'expérience va être vécue, plus les enfants vont voir ces personnes-là, vont peut-être envisager que ça existe, que pas nécessairement pour se projeter, mais peut-être aussi un peu. Mais ça, sur les générations, ça va finir par faire un changement. Puis, tu sais, pour le moment, on ne les forme pas complètement, uniquement pour ça, mais par la bande, on les forme un peu, en tout cas dans les champs artistiques, de plus en plus, chez mes collègues en arts visuels aussi, c'est vraiment là, très présent, puis la muséo existe depuis tellement longtemps, mais on les forme quand même un peu, mais pas spécifiquement ou entièrement, mais moi, je sens qu'on est vraiment dans un mouvement, en fait. Merci Anne. Est-ce que quelqu'un veut réagir sur les questions de l'inclusion des artistes dans le collectif? Wow, la question des artistes et de l'entrepreneuriat m'intrigue, moi, dans ça. Est-ce qu'il y a des réactions? Émilie, tu veux réagir ou est-ce qu'on réagit à deux? Ah, il y a Laurence aussi après qui veut le... Allez-y, puis après Laurence, puis... Non, mais en fait, c'est vrai qu'il a fallu faire des choix.
dans le sens où on s'est rendu compte que c'était aussi des réalités qui n'étaient pas tout à fait les mêmes. En plus, en France spécifiquement, il y a des aides pour les artistes que les médiateurs ne touchent pas, où ils font partie par exemple de réseaux auxquels nous, en tant que médiateurs, on n'accède pas, comme la Maison des artistes. Et on se disait que voilà, c'était simplement des réalités différentes dans le sens où il est vrai qu'on a la sensation, en tout cas de ce qu'on a vu, que les artistes font de la médiation un peu comme une gagne-pain, quoi. Quand entre deux productions de création. Et on trouve que c'est un petit peu dérangeant par rapport à ce qu'on voudrait justement défendre sur le fait que la médiation culturelle, pour nous, c'est vraiment une profession, en fait. C'est pas juste un champ d'expertise, justement. Mais ça se discute, franchement, tout ça, on en a parlé pendant des heures. Hein. Ouais, ça a été aussi dans cette dynamique de... comme nous, on cherche à valoriser la médiation culturelle comme un métier spécifique où il y a un temps de conception, c'est pas juste on enchaîne des visites ou c'est pas juste on fait des ateliers comme on apporte 3 bouts de ficelle, qu'il y a vraiment tout un travail vraiment de comment on va valoriser l'expérience de spectateur. Pour nous, vraiment, être médiateur, c'est d'être vraiment à l'endroit de, on accompagne l'expérience face aux œuvres ou face à des expériences culturelles. Et donc, il y a évidemment des artistes qui font ça parce que nous, on voit dans le champ des institutions culturelles, des programmations que, notamment dans le champ du spectacle vivant, dont moi je suis issue au départ, on va programmer des compagnies de théâtre. Comme ils programment leur spectacle, on va leur demander de faire des ateliers avec les enfants. Et du coup, dans des théâtres, les personnes qui sont en charge de la médiation se retrouvent finalement à faire de la coordination de projets sans être en lien avec les publics. Ou alors dans les musées, c'est le même principe où il va y avoir le muséographe, le commissaire d'expo qui va penser toute la question du contenu. Et puis après, vraiment, la question des visites, ça va être le médiateur qui va prendre en charge, mais qui va pas être toujours dans cet accompagnement-là de l'expérience du spectateur, parce qu'il y a aussi tout cet enjeu aujourd'hui des médiations sensorielles, des médiations sensibles, de comment on va travailler vraiment à l'endroit de l'expérience du visiteur, du spectateur, qui sont vraiment des spécificités de la médiation culturelle que nous, on défend. Et donc, c'est pour ça qu'on avait voulu dissocier les artistes du médiateur pour se dire que les artistes peuvent faire de la médiation, ils en font énormément, ils sont souvent sollicités pour ça, mais qu'il y a des médiateurs dont c'est effectivement le cœur de leur métier, qui développent des outils, qui développent justement toute une réflexion autour de la médiation sensible, sensorielle et de l'expérience du spectateur. Et donc ça, il y avait besoin d'avoir des espaces pour se dire qu'on fait pas que des plannings de la logistique ou d'enchaîner des visites. C'était aussi un peu cette posture un peu de revendication, quoi. Carrément. En Suisse, c'est encore pire, dans le sens où, parce que du coup, j'habite en Suisse, en fait, des fois, on a une subvention et puis il faut faire de la médiation, quoi. En fait, c'est obligatoire. Si on veut avoir cette subvention, il y a la partie super, on va s'éclater à faire, à créer surtout dans le spectacle vivant, j'entends, à créer une œuvre, une pièce, etc., ou à faire le spectacle qu'on voulait développer. Et puis, il va quand même falloir effectivement remplir cette case médiation, sinon on n'a pas la subvention. Donc, on sent que des fois, c'est un peu fait par défaut, ici en tout cas. Et ça, c'est très, très problématique parce que du coup, évidemment, ça va complètement à l'encontre de tout ce qu'on essaye de développer, de défendre depuis des années, quoi. Donc, voilà. Beaucoup de parallèles, beaucoup, beaucoup. C'est pas juste en Suisse. OK, c'est plus moi qui parle, Laurence. Je passe la parole à Laurence. Puis j'ai oublié de vous demander peut-être un peu de vous situer ou de vous présenter. Vas-y, Laurence, à toi. Bonjour. Voilà, j'ai essayé d'être concise, mais j'avais déjà prévu mettre en contexte parce que certains me connaissent. Je connais certaines personnes, mais il y a beaucoup de gens que je ne connais pas. Donc, voilà, Manon, Anne, on se connaît, mais sinon, il y a beaucoup de gens que je ne connais pas. Donc, moi, je suis agente de développement des publics chez Azimut Diffusion. Et nous, on est diffuseur culturel de la ville de Sorel-Tracy, en fait, dans la grande région de Sorel-Tracy. Et donc, je travaille beaucoup avec le public scolaire, mais au départ, j'étais là vraiment pour le jeune public. Et après ma première année, mon titre s'est élargi au développement des publics. Donc, je travaille beaucoup à coordonner les médiations qu'on donne dans les écoles, comme on l'a spécifié précédemment.
Mais je travaille aussi sur les médiations pour adultes. Donc, en fait, j'ai levé la main surtout parce que quand on a parlé d'artistes médiateurs, là, quand Émilie a parlé d'artistes médiateurs, là, j'ai quand même souligné le fait que moi, j'ai eu le grand bonheur de participer au camp de formation en éducation esthétique qui a été développé conjointement par la Place des Arts et le Lincoln Center de New York. Anne aussi, Anne a fait le camp en même temps que moi. Et donc, puis moi, j'étais quand même relativement nouvelle là, dans le milieu de la diffusion à cette époque-là. Bien, je le suis encore, mais. Et donc, voilà. Et donc, le nom, le titre d'artiste médiateur, je pense qu'il s'est retrouvé. Maintenant, tu me corrigeras si je me trompe, mais je pense qu'il s'est retrouvé là parce qu'on est plusieurs, en fait, au Québec. En fait, on a plusieurs diffuseurs à travers le Québec à avoir suivi ce camp de formation-là. Donc, pendant une semaine, on nous a martelé le fait que. Vraiment, Lincoln Center, c'est absolument centré là-dessus, tout ce qu'ils font en médiation, en fait, et toute leur approche. Donc là, moi, je ne suis jamais allée au Lincoln Center à New York, donc je présume qu'ils ont des moyens, puis ils ont un historique aussi de médiation qui est beaucoup plus riche que le nôtre au Québec, en tout cas, à n'en point douter. Et ceci dit aussi, c'est vraiment lié au spectacle vivant, ce dont je parlais, parce que je sais qu'en art visuel, là, c'est une toute autre chose. Mais aussi, ce que je voulais dire, c'est que nous, c'est ça, nous, dans la région, on est chanceux, là, on rejoint tous les élèves de notre centre de service scolaire de la maternelle 4 ans jusqu'au secondaire 5 à chaque année, bon an, mal an. Donc, et à tous ces beaux jeunes-là aussi, on offre de la médiation avant le spectacle. Donc, on offre des ateliers préparatoires pour les spectacles qu'ils vont venir voir là, depuis plusieurs années. Ça a été mis sur pied par Caroline Lavoie, que peut-être certains connaissent et qui avait précédé Manon au prix Sentinelle du CQT. Donc voilà. Et puis, donc, juste pour revenir, moi, mes médiateurs, en fait, ils sont comédiens. Mais entre autres, Martin Lebrun, qui est mon médiateur principal, je dirais, il n'est pas moins comédien pour autant, mais en tout cas, moi, pour travailler avec lui sur toute l'année, en fait, tout le temps, c'est vraiment une expertise qu'il a développée, Martin. Puis il y a plein de gens de partout qui l'appellent, qui vont le chercher pour développer des programmes de médiation, développer des ateliers ou juste obtenir du matériel, des ateliers préexistants pour des spectacles. Des fois, quand on est un peu justement pressé par le temps, puis qu'on se dit, oh, il faut que je fasse un atelier, oh, par où je commence? Et donc, en tout cas, je me permets de dire que je pense que Martin, c'est un peu une sommité au Québec en médiation, et il n'est pas moins artiste pour autant, il n'est pas moins comédien pour autant. Ceci dit, je comprends très bien la revendication qui est au cœur de ce débat-là, là, de la part des médiateurs, parce que c'est très important de le faire. Mais donc voilà, c'était juste pour préciser ce que j'avais dit tout à l'heure, là, parce que je ne voulais pas enflammer le débat, je voulais juste préciser particulièrement pour les amis hors Québec, en fait, là, qui sont peut-être moins familiers avec ça. Donc voilà. C'était tout. Merci Laurence. Marie-Laure, à toi? Donc, moi, je vous parle de Montréal, de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve pour être plus simple. Et je viens du milieu des arts visuels, donc j'ai des études, j'ai un bac à Concordia. Et depuis que je travaille dans le municipal, ma pratique en médiation culturelle tend à décloisonner, donc aller moins vers l'éducation artistique et plus vers tous les champs. Puis comme il est 12h51, j'aurais peut-être un mot de la fin, un mot de la fin pour rapper ça, ce grand débat, mais qui est pourquoi on se sent obligé d'opposer ces deux réalités-là? On peut être artiste-médiateur, on peut être médiateur-artiste. C'est deux réalités. Puis aussi, surtout qu'en tant que médiatrice, qu'on a vu dans le sondage de RMCQ, il y a juste 17% qui arrivent à le faire à temps plein. Donc, on est obligé d'avoir plusieurs cordes à notre arc. Mais qu'il faudrait aussi se rappeler que ce n'est pas parce qu'on fait une formation d'art visuel qu'on devient artiste. Donc, est-ce qu'on devrait plus parler de la formation plutôt que le statut? Et aussi pour dire, je ne sais plus qui a parlé, qui dit « Ah, les artistes, souvent, ils vont faire ça comme un gagne-pain pour être médiateur. » Je pense qu'on le fait tous pour être un gagne-pain. Puis, il faudrait se poser sur la question, aurait-il des mauvais artistes médiateurs? Aurait-il des mauvais médiateurs et médiatrices? Donc, essayer d'arrêter d'opposer ces deux réalités-là, puis de vraiment se ramener à l'essentiel qui est l'éthique de travail. Comment faire aussi peut-être, c'est pas le bon mot, là, incorporer le titre de médiatrice culturelle. Qu'est-ce qui fait qu'on a le STEMP?
Quand tu es médecin, tu n'es pas médecin qui veut, n'es pas médiateur qui veut. Donc, mais c'est un débat, puis c'est pour ça que j'ai écrit dans le chat. Au début du RMCQ, on s'est vraiment posé cette question-là. Puis je pense que la médiation culturelle, qu'est-ce qui fait sa richesse, qu'est-ce qui fait sa beauté? C'est la multiplicité des pratiques. C'est qu'il n'existe aucune frontière ou toutes les frontières sont floues. Donc, est-ce que ceux qui la pratiquent pourraient être multiples et flous? Donc, voilà. Merci. Je vous rappelle que j'ai amené ça un peu comme un élément de provocation. Hein. Je pense qu'on s'entend tout le monde que, comme tu le soulignes, que les frontières sont poreuses. Mais Anne-Sophie, tu veux réagir? Oui. Oui, juste rapidement pour dire que c'était vraiment pas pour dire qu'il y avait des bons médiateurs et des mauvais médiateurs ou médiateurs artistes. On a le droit de tous exister, honnêtement. C'était vraiment juste spécifique à un moment donné comment est-ce qu'on donne le membership effectivement aux membres du collectif. Simplement, il a fallu se donner des règles. Sinon, c'était très très compliqué. On allait se retrouver à 500 membres très rapidement si on acceptait tout le monde finalement de tous les bords. Et c'est même pas pour se dire cette histoire de STEM justement. C'est vraiment parce qu'on s'est rendu compte qu'on ne parlait pas tout à fait des mêmes réalités. Et quand on se retrouve du coup effectivement en débat, en atelier, etc., c'est comme par exemple on a décidé de ne pas accueillir les étudiants au sein du collectif en tant que membres. Par contre, on les accompagne sous forme de commission de parrainage, de mentorat. Mais c'est aussi parce qu'on s'est rendu compte qu'on ne parlait pas le même langage en atelier. Les étudiants, forcément, ils sont des années-lumière. Nous, en général, on est un peu plus avancé sur ces questions d'entrepreneuriat, de pratiques de médiation. Et on s'était dit que du coup, tout le monde était perdant parce que ça ralentissait ceux qui voulaient avancer. En même temps, ils étaient perdus si on était dans des débats où nous, on était justement un peu plus avancés. C'est un peu la même problématique. C'est les règles du jeu qu'on s'est fixées pour que ce soit cohérent, simplement. Voilà. C'est vraiment pas pour les mettre de côté au sens ce que vous faites, ça nous intéresse pas ou c'est mal ou ce genre de choses parce qu'ils sont, ça c'est clair, très compétents dans leur domaine aussi. Il faudrait simplement qu'ils créent leur propre collectif, peut-être. Je ne sais pas. Non, puis si je peux compléter, Anne-Sophie, c'était aussi que les artistes, en tout cas dans le spectacle vivant, ils ont un statut d'intermittent. Dans la médiation culturelle, quand on est indépendante, on a souvent du mal à comprendre ce qu'on fait. C'est-à-dire que vous n'êtes pas en institution, vous n'êtes pas enseignant, vous n'êtes pas artiste, mais en fait, vous êtes qui et pourquoi, qu'est-ce que vous faites? Donc, il y a vraiment aussi cet enjeu d'exister et effectivement qu'il y a de la place pour tout le monde. Et que pour moi, les artistes font de la médiation, effectivement, parce qu'ils sont, pour moi, la complémentarité entre des médiateurs qui ne se revendiquent pas artistes et des artistes qui font de la médiation, parce qu'effectivement, on est sur des projets où tout peut exister, coexister, c'est la richesse. Mais pour moi, vraiment, la spécificité, c'est que les artistes qui sont justement dans une démarche de création artistique, eux, ils peuvent transmettre à des publics comment on passe d'une idée à un objet artistique, comment on travaille une matière artistique pour lui donner une forme, alors que les médiateurs, ils travaillent à partir des œuvres et du coup, justement, de comment va s'articuler une expérience quand je suis face à une œuvre, qu'est-ce que ça me renvoie comme émotion, comme questionnement, et du coup, ça crée une matière sensible, et comment ça, on la travaille. Et du coup, pour moi, ce n'est pas les mêmes enjeux quand on est sur un accompagnement d'une pratique artistique, ou quand on est sur une valorisation de l'expérience spectateur, on est à deux endroits. Et c'est en ça où, justement, il y a une vraie complémentarité entre l'artiste et entre le médiateur. Et c'est pour ça qu'on a voulu aussi faire cette distinction, parce que souvent, le médiateur, il n'a pas suffisamment d'espace aussi pour travailler à cet endroit du sensible. Et du coup, c'est aussi ça qu'on a envie de revendiquer, de se dire qu'on peut faire autre chose que des plannings et des projets formatés, et qu'on peut inventer aussi d'autres manières et d'autres manières de faire médiation. Oui, en fait, Manon, mais je veux aussi dire que c'est intéressant dans la mesure où les regroupements, vous vous posez des questions constitutives. C'est ça, je pense, aussi l'intérêt d'en discuter. C'est toutes ces questions que vous souhaitez vous poser quand on dit qui on est, qui en fait partie, puis vers où on s'en va. Puis là, on n'a pas le temps, mais ça ouvre sur toute la question de la charte, éthique, les valeurs, les principes dont on va reparler plus tard. Manon? Ben, c'est ça que je voulais dire. C'est le but de se rassembler, c'est de trouver des valeurs communes, trouver des choses. Puis les filles, c'est vraiment pas dans l'idée de vous critiquer quand on parle de ça.
C'était vraiment parce que vraiment au Québec, c'est un gros questionnement. Nous, à la Maison Théâtre, on a décidé de mettre artiste médiateur pour que les enseignants comprennent un peu qu'est-ce que c'est parce que c'était juste pour simplifier dans certains contextes. C'est vrai qu'au Lincoln Center, ils l'utilisent. Il y a artiste pédagogue aussi qui sort des fois. Il y a plusieurs appellations, puis ça reste est-ce que, en tout cas, voilà, ça reste un complexe, puis je pense qu'on va continuer à se questionner, mais on ne s'est pas questionné aujourd'hui parce qu'Émilie, tu l'as soulevé, l'idée des formes d'art, mais la médiation culturelle, c'est pas nécessairement lié à une forme d'art aussi. Il y a aussi au Québec la médiation culinaire, la médiation scientifique, la médiation, et là, donc, définir le mot culture, on a encore des années à se mettre sur ce morceau croustillant-là. Donc, on n'a pas terminé de réfléchir. Pour le moment, au RMCQ, vu les besoins de base, on s'est dit, on rassemble le plus grand nombre de gens qui se revendiquent. Puis après, peut-être qu'on va être comme vous, puis on va avoir envie d'avoir des spécificités. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui s'en vient peut-être aussi, tu sais. Donc voilà, moi, ce serait comme ma façon de conclure ça, c'est que les gens qui adhéreront à la charte qu'on met en ligne, qu'on met de l'avant, qui a été co-élaborée, ben, ils vont pouvoir se reconnaître à quelque part, enfin peut-être, et pouvoir utiliser aussi ce document-là comme un élément pour nommer qu'est-ce qu'ils font autour d'eux dans les municipalités, un peu partout. Puis voilà. Merci! C'était tellement intéressant! J'avais une question de relance qu'on ne pourra pas aborder, mais est-ce que c'est des mouvements féministes? On ne va pas prendre le temps, mais quand on voit, quand on parle de posture et de cette... je me demandais si ça faisait partie, en fait, des choses qui sont comme ça aussi, c'est des revendications. Peut-être qu'on peut le laisser en suspens, à moins qu'il y ait une vive envie de répondre. Je peux juste donner une actualité qui peut être une forme de réponse. C'est que là, avec Anne-Sophie, on participe à la contribution d'un ouvrage qui s'appelle Guide pour un musée féministe, où on va travailler justement sur ces questions de la place de médiateur féministe, artiste, quelle place dans les musées, quoi. C'est drôle parce que nous, on s'est rencontrés la première fois dans un événement sur la place des femmes au théâtre. Mais je pense qu'on en a bien parlé au RMCQ, puis on ne dirait pas que c'est la première chose qu'on va défendre. Mais c'est sous-jacent à toutes les valeurs de métier du care, là, de prendre soin, mais ce ne serait pas la première chose qu'on mettra. On a tellement de revendications. C'est transversal, Valérie. Tu as raison. Voilà. Est-ce que ça serait un midi réseau qu'on devrait faire uniquement sur cette thématique-là? Moi, je venais aussi ce midi parce que c'est quelque chose que j'ai travaillé longtemps en dehors de la médiation culturelle, la question du féminisme, et ça m'intéresse dans ce champ de pratique-là aussi d'aborder ces questions-là. Donc, en tout cas, je trouve que c'est une piste intéressante à explorer aussi. Quoique j'ai beaucoup aimé ce qu'on a traité, mais c'était mis dans l'invitation. Alors moi, je reste sur mon appétit si on parle de médiation culinaire. Merci Marcel. On le retient dans la banque, mais en fait, notre troisième, ce qu'on avait convenu avec Manon et Émilie, c'est qu'on finit notre cycle de 3 le 11 mars, où on voulait, en fait, parce que dans cette rencontre-là, il y a un grand hasard, en fait, c'est que Manon et Émilie, c'est des spécialistes de la médiation culturelle qui s'adressent aux enfants avec le soutien de la philosophie, notamment. Donc ça, c'était pas... c'est ça, c'est arrivé dans la conversation, puis je pense que c'est une belle trouvaille, en fait, un bel hasard de constater cette similitude dans les pratiques et les pensées, puis on avait envie de porter la troisième conversation sur ce travail-là en commun de Manon et d'Émilie autour des milieux jeunesse et la philosophie pour enfants. Mais on pourrait retenir cette question-là ou Marcel en faire une conversation spécifique. On pourrait la co-construire pour une autre fois. Mais oui, ça peut être l'année prochaine. On n'est pas obligé de tout faire cette année, mais en tout cas, moi, j'ai de l'intérêt à ce qu'on puisse un jour aborder ces questions-là. Super. Bien, écoutez, c'était très stimulant. Je vous remercie toutes et tous.
Et je vous dis à tout bientôt pour un troisième midi réseau le 11 mars. Le 11, qu'est-ce que je suis là? Pourquoi je dis 11 mai. Ouais, On revient dans le temps. 11 mai prochain. Alors, bonne fin de journée. À bientôt. Merci. Wow. Ça Merci. passe une heure. Merci beaucoup. Bonne journée, bonne soirée. Ouais. Merci, bye. Bonne Au revoir. soirée.